Bonsoir à tous, les experts du foot avec David Ducci. Bonsoir David. Bonsoir Christophe. On ira où tu voudras, quand tu voudras. C'est l'été indien pour Monaco, on se régale, non? Oui. Oui, effectivement. Ça vous plaît? Ça nous plaît, il y a des buts, donc on se régale. Ouais, 21 déjà en 8 matchs, hein, c'est impressionnant. La forme de Monaco aujourd'hui, malheureusement, la trêve arrive. Est-ce préjudiciable? Puis on parlera d'un drôle de gardien à Milan. C'est la surprise, ce sera notre petit dossier du jour sur Monaco Info. L'actualité du jour, David Ducci, c'est d'ouvrir un journal, n'importe lequel, de regarder n'importe quelle chaîne de télévision, les réseaux sociaux, et de voir que Monaco est toujours devant. Ça fait du bien. Oui, ça fait toujours plaisir, effectivement. Il faut continuer sur cette lancée. C'est bien de bien démarrer. Après, le plus difficile va être de gérer sur la durée, mais pour l'instant, ça se passe bien. Il faut profiter de ces points qui sont pris et qui ne seront plus à prendre. Oui, ça c'est clair. Et ça fait comme 2 matchs qu'on joue avec cette doublette magique. C'était presque comme une évidence. On achète Balogun, on le met aux côtés de Ben Yedder. Oui, je pense que c'était aussi l'objectif de ce recrutement. Il faut qu'ils trouvent leurs automatismes. Apparemment, ça fonctionne plutôt bien assez vite. Ça va aller en s'améliorant et c'est une bonne chose pour l'attaque monégasque. Vous, l'entraîneur, il y a quand même l'embarras du choix. C'est un choix, c'est un choix de riche, mais il va falloir gérer quand même sur toute une saison les autres attaquants et le milieu de terrain qui est vraiment fourni cette saison. Oui, mais c'est pour un entraîneur, c'est un luxe quand on a pléthore de bons joueurs et concurrence, ça fait de l'émulation et ça tire tout le monde vers le haut. C'est plutôt une bonne chose pour les joueurs, pour le groupe et pour l'entraîneur, évidemment. Oui, mais il n'y a pas 36 matchs non plus pour Monaco. On joue quasiment qu'une seule fois par semaine parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année. Je pense que c'est un plus dans l'objectif de cette année ne pas rater la marche européenne. Ça va être un plus, ça va permettre aux joueurs de récupérer et d'être beaucoup plus frais sur la durée et de pouvoir rester le plus haut possible, le plus longtemps possible. Et attention, on a des joueurs qui partent en sélection, bien sûr, pendant 10 jours. Ça, il faut le gérer quand on est entraîneur. Il faut en faire des entraînements différents à la maison. Pendant la trêve internationale, déjà, il faut gérer le groupe réduit. Donc, je suppose que l'entraîneur profite pour voir des jeunes joueurs et faire une revue d'effectifs. Et puis, quand ils reviennent, il faut gérer avec les états de forme, les voyages, parce que selon les destinations, les voyages sont plus ou moins longs, effectivement. Parce que le problème d'une équipe comme Monaco, on n'a que 8 journées dans les jambes, dans les pattes, comme on dit souvent. Et c'est vrai que pour Monaco aujourd'hui, il faut quand même se trouver sur le terrain. Il faut que Minamino, Ben Yedder, avec Balogun et Golovin, que ça fonctionne devant. Et puis derrière aussi, on a revu tout le schéma. Non, mais ça fonctionne bien pour l'instant. Ça devrait fonctionner de mieux en mieux. C'est pas un problème de faire qu'un match par semaine. Au contraire, ça va leur donner un rythme régulier et ça va éviter les surcharges. Beaucoup d'entraîneurs se plaignent justement des surcharges de calendrier. Monaco n'aura pas ce souci-là cette année, tant mieux. Il y a un endroit où il faut travailler un petit peu plus peut-être pour Monaco. C'est quoi? C'est le secteur défensif, c'est la transmission, c'est quoi? Ce sont les pistons. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Parce qu'on travaille beaucoup avec la data. C'est ce qu'on va faire là pendant 10 jours. On a le temps de tout revoir. Disons que il faudrait améliorer peut-être le fait de prendre un petit peu moins de buts, parce qu'effectivement, on a une attaque prolifique, mais c'est pas simple tous les jours de marquer 2, 3, 4 buts. C'est mieux quand on n'en encaisse pas pour pouvoir, avec un petit 1-0 parfois, se contenter de ça pour gagner. Mais là, on dirait Deschamps qui parle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Jacquet. J'ai juste les mêmes initiales. Voilà, Dédé, c'est pour ça, David Ducci. Non, mais quelque part, on se dit aussi que le spectacle, c'est ce qu'on veut quand on va dans un stade et que, à la limite, qu'on fasse des 3-2 comme contre Marseille ou autre, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on souhaite quand on aime le football. Oui, pour les spectateurs, c'est fantastique. Pour les spectateurs, les téléspectateurs, évidemment, c'est ce qu'on adore, c'est voir des buts, c'est ce qu'on préfère. Pour un entraîneur, c'est toujours un petit peu plus problématique, mais à l'arrivée, quand on gagne les matchs, voilà, on se dit que ça donne des axes de travail et puis des causeries pour améliorer ce qui ne va pas, mais c'est vrai que tant qu'on gagne, c'est l'essentiel. Garder cet esprit, c'est pas facile, à distance, bien sûr, avec tous les joueurs qui partent en sélection en ce moment, et revenir encore plus fort contre Metz dans 15 jours maintenant. Oui, il faudra garder le rythme, retrouver le rythme très rapidement et effectivement profiter d'un calendrier qui est un petit peu plus favorable, on va dire, sur le papier, pour engranger les points.
Vivement dans 15 jours, hein, le prochain expert du foot pour parler de Monaco, bien sûr. On a envie de dire daguer, on en profite. On est en tête côté AS Monaco Football Club en ce moment de la Ligue 1. Notre dossier du jour, il revient presque chaque année, c'est presque comme l'automne n'attend la pluie ici sur la Côte d'Azur, sur la principauté de Monaco. C'est notre santé en Coupe d'Europe, c'est compliqué. On voit que Lens est capable de faire un exploit phénoménal, retentissant, et d'un autre côté on voit le PSG qui s'écroule comme ça d'une façon assez incroyable, en voulant jouer un peu comme Monaco, avec 4 attaquants devant. Oui, c'est jamais simple les compétitions européennes. De toute façon, d'abord parce que ça galvanise les joueurs, ça les mobilise mentalement, physiquement. Donc forcément, ils donnent beaucoup plus dans ces matchs-là. Et les matchs qui suivent derrière sont souvent plus compliqués à gérer, notamment en championnat, effectivement. Et pour ce qui est du PSG, oui, effectivement, c'est on va dire une faillite collective sur ce match-là. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut corriger rapidement ça, peut-être revoir un système. Il n'avait pas envie, en tout cas, Luis Enrique, de changer son système. Vous, l'entraîneur, parce qu'on peut le condamner quelque part à un moment. À un moment, il voit bien qu'à 4 attaquants, ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire. Il a sa logique, il a son schéma de jeu, il a ses raisons pour lesquelles il a choisi d'opter pour ce schéma de jeu. Il avait travaillé, ils avaient sûrement vu à la vidéo des faiblesses à exploiter dans le jeu de Newcastle. Oui, effectivement, après coup, c'est facile de se dire on aurait peut-être dû changer avant. Moi, ce que je retiens personnellement par rapport à l'effectif tel qu'il a été construit, je regrette le fait d'avoir laissé partir un joueur comme Verratti pour le PSG. Je pense que c'est dans des matchs comme ça, il aurait vraiment beaucoup aidé le PSG à garder le ballon. Sportif aussi, on sait, il n'était pas facile à gérer en cette fin de carrière, Verratti au PSG. C'est vous l'entraîneur qui décidez. Il peut aussi y avoir une discussion entre un entraîneur comme Luis Enrique, qui a quand même du bagage derrière, et un Verratti qui n'est pas vraiment un modèle en matière de santé. Oui, après, on n'est pas dans le quotidien du club, donc c'est difficile de juger de l'extérieur. Moi, je parle en tant de qualité du joueur et par rapport à ses qualités de footballeur, de technicien, capable de gratter des ballons et de faire le jeu. Sur un match comme celui-là, je pense qu'un Verratti aurait été utile, mais il est parti, il faudra faire sans désormais. Et il va falloir que le PSG se reprenne rapidement dans cette Champions League pour éviter une grosse désillusion. Ouais, ça sera face à Milan, bien sûr, le prochain match, hein. Très prochainement maintenant pour cette Ligue des Champions. Un autre côté positif, je vais chanter du Jodassin en ouverture des experts du foot, je ne vais pas vous chanter du Pierre Bachelet, les corons, mais un public, ça compte, et on l'a vu avec Lens, c'était assez incroyable, quoi, chanter les corons de cette façon, comme on chante les Verts à Saint-Étienne. C'est vraiment le 12e homme, c'est clairement le 12e homme. Oui, bien sûr, évidemment, pour une équipe, pour les joueurs, jouer devant un public enthousiaste comme ça, et, comme il y a à Lens, forcément ça galvanise. Après, si vous n'avez pas une équipe qui n'est pas de qualité, vous pouvez avoir un formidable public, ça ne vous aidera pas beaucoup. Par contre, quand vous avez une équipe comme Lens qui est solide et qui reste sur 2-3 saisons où ils sont en constante progression, effectivement, dans des matchs comme ça, dans des matchs phares, comme c'était le cas là contre Arsenal, ça les galvanise. A contrario, quand un public est trop chaud, on l'a vu contre Montpellier, on peut aussi arrêter un match avec la bêtise humaine. Oui, et je suis triste pour Montpellier parce que voilà, c'était un match qui allait se terminer, il restait quelques minutes et comme vous dites, la bêtise humaine. Moi, jeter un projectile à côté d'un gardien. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre la logique de ces gens qui vont dans les stades et pour détruire le spectacle d'une manière ou d'une autre, et ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Oui, parce qu'en plus, il y a un enjeu collectif. Tu ne vas pas tout seul au stade. Hein. C'est assez incroyable ce qui s'est passé. Évidemment, la personne a été heureusement arrêtée et mise en garde à vue. En tout cas, on ne veut pas voir ça sur les stades. On le sait, on a eu tellement de problèmes il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a encore d'autres problèmes avec les chants racistes à droite et à gauche, dans le monde entier, bien sûr. Hein. Oui, je trouve qu'il y a assez de problèmes dans la vie de tous les jours pour ne pas venir en rajouter quand on va au spectacle. C'est des choses qui n'arrivent pas quand on va au théâtre ou au cinéma. Donc pourquoi ça arrive quand on va dans un match de foot? Voilà. À surveiller. David Ducci, les experts. Attention, on va passer à la question du jour.
La question du jour, elle est complètement d'actualité. Vous avez vu cette image assez incroyable. Olivier Giroud, le grand numéro 9 de l'équipe de France et du Milan AC, qui, en Italie, a pris la place d'un gardien. Vous connaissez ce poste particulièrement. C'est compatible, numéro 9, numéro 1 et vice-versa? Ouais, c'est agréable de voir des petits clins d'œil comme ça quand un joueur de champ prend les gants et remplace au pied levé un gardien de but. En plus, il l'a bien fait. On a déjà vécu ça à Monaco avec Claude Puel il y a quelques années. C'est toujours très sympa de vivre ça, des clins d'œil. Il y a des choses comme ça. Jean-Luc Ettori était quelqu'un qui aimait beaucoup jouer dans le champ et qui était un très bon joueur devant le but. Barthez aussi, qui adore jouer. Fabien avec Barthez, France 98, il ne joue jamais dans les buts. Fabien Barthez également. Donc, on a des spécificités comme ça. Souvent, les gardiens de but ont été auparavant, c'était mon cas également, des attaquants. Et après, pas des défenseurs, des attaquants. Il y a sûrement des cas, mais ça a plus souvent été des attaquants ou des gens qui aiment bien jouer devant chaque fois qu'ils peuvent. Mais ça reste anecdotique sur des entraînements ou des trucs, parce que c'est un métier, que ce soit pour l'attaquant comme pour le gardien de but. Alors Giroud, c'est vrai que c'est un grand gaillard aussi, quelque part, donc c'est impressionnant dans les buts. Mais est-ce qu'on lit mieux finalement quand on est numéro 9, quand on est attaquant de pointe? Est-ce qu'on lit mieux le jeu de celui qui est en face? C'est-à-dire que si d'aventure vous avez un numéro 9 qui vous tire un penalty, est-ce que vous allez mieux le jauger encore? Est-ce que c'est d'ailleurs quelque chose qu'on pourrait tenter chez les garçons ou chez les filles en équipe de France, par exemple, un jour? Moi, ça me paraît difficile. Il faut laisser les spécialistes à leur poste, je pense. Et puis, je ne sais pas si ça aiderait beaucoup, dans le sens où un penalty, ça reste un exercice technique spécifique, particulier. Et c'est pas pour ça, c'est pas parce que vous êtes attaquant que vous auriez plus de chance. Mais il sent mieux le jeu, non, peut-être quelque part, ou la façon de jouer. Dans le jeu, c'est peut-être un petit peu différent. Il va peut-être pouvoir anticiper des déplacements d'attaquants. Oui, ça peut être le cas. Mais comme en général, ça va être sur des bouts de match, souvent des fins de match plus. Oui, comme ces gardiens qui marquent à la fin. Ouais. Voilà, donc ça reste des périodes très courtes de jeu, donc ça laisse pas beaucoup de temps pour avoir des phases de jeu abouties sur lesquelles il va falloir rechercher une analyse poussée de gardien. D'accord, je reste numéro 9, vous restez gardien? Oui. David Lucci, les experts du foot, c'est tous les 15 jours sur Monaco Info.